Bonjour, c'est la 69e revue de la semaine. Ça sera sans doute la dernière de la saison. Je n'interviendrai que s'il y a un événement un peu exceptionnel et que nous sommes au même endroit, Antoine qui est derrière la caméra et moi. Bon, c'est peu probable. Mais enfin, bon, on ne sait jamais, il se passe tous les jours quelque chose d'un peu nouveau. Bon, allez, générique. Alors là, en ce moment, autour de moi, dans l'Assemblée nationale et dans les commentaires, ce qui occupe le devant de la scène, c'est évidemment l'affaire de ce directeur adjoint de cabinet du président de la République, M. Benalla, dont on a découvert qu'il avait pour distraction pratiquement d'aller dans une manifestation avec un casque de CRS et qu'il attrape un jeune qui a déjà été intercepté, qui est déjà d'ailleurs maîtrisé complètement par les policiers qui sont là, et il le prend et il le frappe, sans qu'on comprenne pourquoi il le frappe, mais surtout la question qui ensuite devient la plus importante, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Avec un brassard sécurité, c'est-à-dire c'est un brassard de police, et il a un casque de policier sur la tête alors qu'il n'est pas policier, et qu'il n'a aucune raison d'être dans cette tenue, à cet endroit, en train de se livrer à cette activité sadique. Bon, cette question-là, elle est terrible parce que l'autorité de l'État est engagée. Et je pense en particulier à celle des corps de police. Parce que pour nous, les citoyens, et les élus aussi, bien sûr, nous posons la question, est-ce que c'est fréquent qu'il y ait parmi les policiers des gens qui ne sont pas des policiers, mais qui viennent avec un brassard et font le coup de poing au milieu de leurs activités sans que personne ne dise rien? Dans le cas de ces images, on voit que personne autour ne lui dit « mais d'où tu sors toi ?» Normalement c'est une unité de police qui est là, c'est pas des passants dans la rue avec des casques sur la tête. Personne ne pose aucune question, donc ça veut dire que c'est une situation normale, vraiment. Oui, non, j'exagère, ça n'a jamais lieu. Combien il y en a comme ça qui viennent dans les lignes des policiers pendant les manifestations, taper sur des manifestants pour se distraire, ou en service commandé, je veux dire. Est-ce qu'il y a une milice qui fonctionne, qui est là, et qui vient à chaque fois qu'il y a une manifestation avec des brassards sécurité faire la pointe des forces de l'ordre? Je pense que les syndicats de policiers ont intérêt à réagir dans cette affaire, parce que sinon c'est toute leur autorité, c'est toute l'autorité de la police qui est mise en cause. Et bien sûr, c'est aussi l'autorité de l'État. Que fait le ministre de l'Intérieur? À l'heure à laquelle je parle, il a été étonnamment muet. Est-ce qu'il contrôle vraiment ce qui se passe? Est-ce que c'est lui qui donne les autorisations pour des personnes qui ne sont pas dans le service d'entrer dans les manifs? Parce que on a eu deux informations ce matin, nous sommes jeudi. La première qui dit qu'il avait une autorisation, dans ce cas qui la lui a donnée, et la seconde qui est celle du garde des Sceaux qui dit qu'il n'avait pas d'autorisation. Donc c'était en quelque sorte une initiative personnelle, ce qui repose des problèmes que je soulevais tout à l'heure, qui et combien de fois est-on autorisé à venir parmi les policiers à titre personnel avec un casque pour frapper des manifestants, pour se distraire ou pour une autre activité, je ne sais pas laquelle. Voilà, donc c'est un événement d'une extrême gravité. Mais finalement, vous voyez, toute la semaine aura été marquée par des moments où l'on voyait apparaître bizarrement tout d'un coup le visage grimaçant d'une autorité absolue de la monarchie présidentielle. Là, le monarque a ses hommes de main. Ici, il s'agit du chef adjoint de cabinet. C'est un titre important parce que c'est le chef de cabinet, c'est la personne qui organise tous les déplacements du chef de l'État et tout ce qui va autour, c'est-à-dire toute la logistique. Donc ce gars est adjoint et prend la décision d'aller frapper des manifestants dans sa journée. Donc c'est quelqu'un qui est très directement lié à la personne du président de la République. Je peux vous dire que quand on est un ministre, ce qui a été mon cas, ou qu'on a une responsabilité de cette nature, la personne qu'on voit tous les jours, c'est le chef de cabinet, parce que c'est lui qui va organiser votre planning et vous dire à telle heure vous êtes à tel endroit, à telle heure vous êtes à tel autre, là ça se passe comme ça, là ça se passe comme ça. Le chef de cabinet est la personne la plus proche de vous chaque jour, parce qu'elle s'occupe des conditions matérielles de l'exercice de votre mandat. Donc là, c'est quand même un très proche qui s'est senti assez libre pour aller faire le coup de poing, qu'on ne me dise pas que c'était exceptionnel. Mais la même semaine, on a eu les Champs-Élysées. On était tous surpris de voir
la file pour la circulation du bus, et puis les gens de l'autre côté. Alors on s'est dit, bon ben c'est lié aux nécessités de sécurité pour les footballeurs, hein, sans doute. Et on a, plutôt que de faire comme en 98, le bus qui descend les Champs-Élysées. Mais vous savez, le bus qui descend les Champs-Élysées, ma foi, il est dans une situation comparable quand il passe à toute vitesse. Hein. Bon, mais enfin, il y avait quelque chose de très populaire à ce moment-là. Et là, on a fait 2 files. Bon, bah très bien, il y a 2 files. Mais après, on a compris pourquoi. Il y avait une file dégagée, pas pour la sécurité du bus, mais pour qu'il descende plus vite, pour arriver à l'Élysée où il y avait une partie qui était organisée par le président de la République. Et donc, pour son confort, on a donc fait descendre les gens à toute vitesse, parce que lui avait convoqué les gens très tôt. Je le sais, parce que moi aussi, j'étais invité. Hein. Bon, j'ai renoncé à y aller, parce que c'était trop compliqué, et bon, pour accéder, parce que toutes les rues étaient barrées, parce qu'il y avait trop de difficultés pour accéder au palais. En attendant, pour aller plus vite, donc, on a frustré des milliers et des milliers de personnes, bon, qui sont sympas, ils viennent là, c'est pour acclamer les footballeurs, pour manifester leur enthousiasme, mais aussi leur bienveillance, quoi. Ça n'a rien d'agressif, ça n'a rien de menaçant, et eux, ils ont été tous frustrés de tout, parce qu'ils n'ont rien vu, voilà. Et je trouve que ça, c'est une autre image de la semaine, où on voit la violence du pouvoir absolu, qui s'impose par-dessus tout. C'est une violence où il n'y a pas de violence, pas comme dans le cas de M. Benalla qui va personnellement se défouler, mais là c'est une violence sans que ça se voit, mais elle est là, parce que pour tous ces gens c'était une violence de voir passer le bus à toute vitesse, juste pour être à temps à la fête qui était proposée à l'Élysée et réservée à quelques-uns. C'est ce quelques-uns qui posent le problème, pourquoi cela plutôt que d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà 2 circonstances. Et la troisième, c'est celle que je suis en train de vivre, parce que là, vous voyez qu'on me filme dans mon bureau à l'Assemblée nationale. La troisième violence, c'est cette discussion sur la Constitution, qui a lieu en plein été, pendant tous ces événements. Personne ne sait ce que nous sommes en train de faire. C'est très peu suivi par les médias, et nous sommes en train de changer sur des aspects fondamentaux la Constitution. Après ce vote, eh bien, il y aura 1/3 de moins de députés, donc les députés, vous ne les verrez plus jamais, parce qu'ils auront le même travail à faire, mais en permanence, ici, bien sûr. Deuxièmement, le gouvernement aura l'ordre du jour, la maîtrise de l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'il lui qui décidera tout le temps de quoi on discute ici, et ce sont 2 mesures, parmi bien d'autres, je ne cite que ces 2-là, qui montrent le changement de nature du régime. Parce que la semaine d'avant, on avait eu aussi une démonstration bizarre du pouvoir absolu du prince, parce qu'en plein congrès, il dit, écoutez, puisque c'est comme ça, moi je reviendrai la prochaine fois, l'année prochaine, j'écouterai ce que les députés ont à dire et je répondrai. C'est-à-dire changeant complètement la nature de la Constitution. Je trouve qu'il y a une pente qui est prise vers la monarchie présidentielle absolue, hein, c'est notre devoir d'alarmer, de dire attention, là cette fois-ci ça va trop loin, ça dépasse la mesure de ce sur quoi, à la limite, on pourrait être tous d'accord. Moi, je suis contre la Ve République, néanmoins, je respecte la Constitution et je vis dans le cadre de la loi. Je me prononce pour une 6e République et une constituante, néanmoins, je participe au travail constituant. C'est dire que, même quand on est en opposition totale, il faut savoir accepter des zones de travail avec ceux qui ne sont pas de votre avis. C'est le cas en ce moment. Mais là, lui, il va loin, tout seul et contre tout le monde, parce que dans l'hémicycle, à part son propre parti, tous les autres sont contre. Bon, on peut dire après tout, c'est le jeu normal de la majorité et de la minorité, mais il faut voir sur quel ton il nous parle dans l'hémicycle. Le rapporteur général, c'est-à-dire celui qui doit faire le récit de ce qui s'est passé dans la commission, il s'appelle Richard Ferrand. C'est en même temps le président du groupe La République En Marche. Comme il a des statistiques de présence déplorables, ils l'ont collé là pour rattraper en quelque sorte et avoir une bonne statistique de présence. Mais il faut voir comment cet homme nous parle. Sur le plan personnel, c'est un homme plutôt affable, plutôt aimable et souriant. Mais quand il arrive dans la fosse, alors là c'est terminé. Ça devient un fauve et il est extrêmement agressif. J'exagère un peu en disant fauve, mais il est extrêmement agressif. Hier, comme on protestait contre la diminution du nombre des députés, il a fait vraiment le truc du beauf, quoi. Du genre, oui, vous défendez vos circonscriptions, je vais vous dire, vous êtes ridicule. Normalement, un rapporteur général ne parle pas comme ça. Il représente la commission, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la commission. Il n'est pas là pour faire le chien de garde du pouvoir. Ben, lui, ici, il a compris ça comme ça. Et je vous passe le cas
du président de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Alors là, bon, lui, c'est bien clair, je crois qu'à la sortie de ce débat, plus personne n'a envie de lui dire bonjour, tellement il est odieux, provocateur, grossier, avec les membres du Parlement, par des petites mesquineries que je ne vous raconte pas là, mais qui, quand tout le monde est fatigué, quand on est au-delà de la limite, hein, parce que nous sommes au-delà de la limite, tous, autant que nous sommes ici, députés de la majorité ou députés de l'opposition, et notamment nos collaborateurs, hein, tout le monde est au-delà de la limite, tellement l'année a été dure, longue, nous avons eu de longues plages sans pause, là nous attaquons 18 jours sans pause, ni samedi ni dimanche, en se réunissant tous les jours jusqu'à 1h, 1h30 du matin pour discuter de la réforme de la Constitution. Donc quand tout le monde est au bout, il faut faire des efforts pour être, comment dire, plus affable. Alors certains, je ne veux pas non plus dire que tout le monde est comme ça, hein, les vice-présidents de l'Assemblée qui sont de la droite et aussi de la République En Marche, les autres sont plutôt affables, hein, vous facilitent le travail. Bon, c'est pas le cas de Rugy. Donc ces deux personnages sont là pour nous faire sentir que c'est le pouvoir du prince qui s'exprime à travers cette réforme constitutionnelle et que nous, on n'a qu'à se tenir à carreau. Je voulais vous signaler tout ça parce que j'espère que vous passez des bonnes vacances, mais bon, pour ceux qui ne sont pas en vacances et qui nous suivent, et pour ceux qui sont en vacances et qui nous suivent quand même, eh bien, je dois vous dire qu'on vit un moment assez triste. Parce que c'est triste pour notre pays que tout ça. C'est triste quand on frustre des dizaines de milliers de personnes d'une joie simple qui est de devoir passer un bus avec des gars qui ont gagné une coupe juste pour les voir. C'est triste quand on brutalise une assemblée pour la rendre constituante, pour se couper la gorge elle-même. C'est triste quand on voit que les plus proches de l'homme qui a la fonction suprême dans ce pays vont faire le coup de poing pour se distraire, peut-être, à moins qu'il n'ait été en service commandé. Car c'est la question que je pose pour finir cette séquence, que faisait cet homme-là? Pourquoi était-il là? Quelle était sa mission? Pourquoi était-il venu là? Est-ce qu'il est venu juste pour se soulager, c'est-à-dire pour frapper quelqu'un, parce que ce type est un sadique et il a besoin de donner des coups aux autres? Est-ce qu'il est venu juste pour ça, pour se passer une passion morbide? Dans ce cas, les équipes de l'Élysée doivent comprendre qu'on ne met pas un type pareil qu'un jour à pied seulement. Hein, quand un ouvrier a déchiré une chemise, on en a eu pendant des jours et des mois, et à la fin, ils ont été condamnés avec sursis. Tandis que celui-ci est un usurpateur, il usurpe la fonction de policier, hein, et il frappe quelqu'un d'une manière qui paraît purement gratuite. Ou bien avait-il des raisons d'être là? Soit personnel, il avait envie de régler un compte avec ce gars qui était à terre, il le connaît, ou je ne sais pas quoi, ou bien il avait une mission, ou bien c'est un sadique violent, et dans ce cas-là, on ne comprend pas ce qu'il fait dans les responsabilités qu'il a à l'Élysée. Je voulais poser toutes ces questions et j'espère qu'elles feront leur chemin. Bon, je viens sur les sujets de politique internationale parce que pour beaucoup d'entre vous, vous me l'avez dit, c'est la seule occasion que vous avez d'avoir un décryptage de quelqu'un qui exprime une vision sur le monde, qui a une cohérence et que vous trouvez dans la suite de ce qui vous rattache au programme L'Avenir en commun et à mon propre livre L'Ère du peuple. Bon, vous avez vu que les choses s'accélèrent sur la scène internationale, mais vous n'avez pas le moyen de le comprendre parce que l'essentiel de la presse de notre pays est une presse atlantiste, c'est-à-dire qu'elle pense la réalité du monde en fonction d'un bloc qui existe dans son esprit et qui existe d'ailleurs par l'OTAN, qui est les États-Unis plus l'Europe. Donc il y a des moments qui sont absolument incroyables dans la vie du pays et dans le récit politique qui en est donné par des médias. Par exemple, j'ai été absolument ébahi de voir à la une du Monde Monsieur Trump, meilleur ami de Poutine. En gros, c'était le titre de la une. Alors, je me suis dit, c'est incroyable, ce journal est tellement atlantiste qu'il l'est davantage que le président des États-Unis. Si bien qu'on voit que l'atlantisme, comme on dit, est une idéologie. On dit atlantisme parce qu'il y a l'océan Atlantique entre l'Europe et les Amériques, donc on dit atlantisme pour parler de ce bloc, hein, d'accord? Bloc des riverains de l'océan Atlantique, même si des fois, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord contient des gens qui n'ont rien à voir avec l'Atlantique, comme les Japonais, et intervient dans des zones qui n'ont rien à voir avec l'Atlantique, comme l'Afghanistan, ou même la Syrie récemment, ou l'Irak. Mais enfin, donc vous comprenez que c'est une construction politique. Et cette construction politique, elle vit les contre-coups d'une opération tout à fait rationnelle que mène M. Trump, qui est de dire « je veux reconstituer une base productive aux États-Unis d'Amérique », parce que cette base productive s'est dissoute au fil des années. Quand vous regardez, si vous regardez les statistiques
de la production de richesse aux États-Unis, le chiffre que vous voyez ne concerne pas des productions réelles. Je veux dire de l'agriculture, de l'industrie, des choses comme ça. L'essentiel, c'est l'activité des services, c'est-à-dire des banques, de l'assurance et des choses de cette nature. C'est-à-dire des activités qui par elles-mêmes ne produisent strictement rien de concret et de réel. Ce n'est pas de l'économie réelle, même si la banque évidemment a un rôle dans l'économie réelle. Mais les banques américaines sont surtout des banques de spéculation et c'est cette activité qui lui fait faire des bons extraordinaires, des profits extraordinaires, sauf que tout ça, ça produit rien du tout dans la réalité. Donc ce que fait Trump, c'est d'essayer de reconstituer une base productive, et pour le faire, il est obligé de se battre avec tout le monde, parce que pendant des années, ils avaient organisé le monde d'une autre façon. Les Chinois produisaient tout, les Européens consommaient beaucoup, et au milieu, il y avait les activités de service, je te prête de l'argent pour acheter, pour construire, etc., et la spéculation qui occupait les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un changement profond. Et pour faire ce changement, il est obligé de rétablir des droits de douane, de mettre du protectionnisme, et donc de faire le contraire de ce qu'ont fait les États-Unis pendant plus de 30 ans, 40 ans maintenant. Si bien que les atlantistes, qui eux le sont pour aussi parce qu'il y a des intérêts qui sont en cause, sont absolument furieux en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on pourrait dire après tout, si c'est qu'une histoire d'idéologie, ils se débrouillent entre eux, nous on s'en fout, on n'est pas concernés. Si, on est concernés parce que nous on est pour le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire pour la coopération plutôt que la confrontation. Donc ça nous intéresse et on dit ce type est fou, de ce point de vue-là, je veux dire au sens exagéré du mot, hein, ce type va provoquer un chaos mondial qui n'est pas de notre intérêt. Nous ne sommes pas partisans du chaos. Donc nous sommes partisans du protectionnisme, mais solidaire, c'est-à-dire négocier. Pas le plus fort décide des droits de douane pour écraser la tête à tous les autres. Bon. Donc il crée ce premier désordre. Et que ça nous concerne. Et puis le deuxième, c'est qu'il le fait d'une manière extrêmement belliqueuse. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça fait 2 fois qu'il pointe les Allemands, le gouvernement allemand et l'Allemagne en tant que pays. Là, c'est pas seulement le gouvernement de droite allemand, et l'Allemagne comme pays, comme l'ennemi, comme l'adversaire, parce qu'il produit des voitures et des choses que Trump voudrait voir produire aux États-Unis d'Amérique et pas ailleurs, et par des Américains et pas par des Allemands. Donc c'est une vraie tension. Et quand enfin il va voir Poutine, là on découvre que l'appareil central des États-Unis d'Amérique est divisé. C'est au point que vous avez le chef de la CIA qui dit que le président de la République est un traître. Ça n'existe dans aucun autre pays du monde et ça n'a jamais existé à aucun moment aux États-Unis d'Amérique. Ça n'a existé peut-être dans le passé que dans le Parti communiste chinois ou dans le Parti communiste de l'URSS, où en effet les personnages qui tenaient la police politique mettaient en cause le secrétaire général et des fois le destituaient. C'est très intéressant parce que ça montre aussi à quel point la structure de décision et du pouvoir aux États-Unis, au-delà des apparences, est configurée autour des services de sécurité et des personnes qui décident. Il y a 19 agences de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Et ça confirme une thèse que, pour ma part, j'émettais il y a quelques années en disant, en réalité, les 2 blocs s'étaient formatés l'un l'autre. De même qu'il y avait, et d'ailleurs ça se doit à une chose, c'est que M. Bush, père, vous en rappelez peut-être, c'est pas si vieux que ça quand même, était un ancien directeur de la CIA. Et que M. Poutine est a été longtemps un membre du FSB, il l'est peut-être encore maintenant, parce que j'ai vu des films sur le sujet. Donc on voit comment, dans ces 2 pays, les services de sécurité, le lobby militaro-industriel, qui a une très grande puissance financière, pas juste des types qui formulent de la théorie, il y a beaucoup d'affaires dans tout ça. Eh bien, les États-Unis d'Amérique sont aussi une structure de cette nature. Alors on voit donc la CIA traiter le président de son pays de traître. C'est incroyable, mais ça montre le pouvoir de la CIA, et je rappelle que c'est la CIA qui a l'Ukraine dans sa zone de travail, si j'ose dire, et qu'à intervalles réguliers, on voit les directeurs de la CIA arriver en Ukraine. Imaginez-vous si on avait à intervalles réguliers un proconsul nord-américain qui viendrait dans les pays autour. Ah zut, c'est le cas. Alors le dernier sujet sur lequel je vais intervenir là, dans cette revue, c'est l'affaire du nucléaire. Alors comme vous le savez, la France Insoumise, moi-même, on a pris position contre l'industrie et l'énergie nucléaire, en reconnaissant les services que ça a pu rendre dans le passé, mais en disant maintenant, on sait tous que c'est devenu trop dangereux. Ce qu'on dénonce d'habitude, c'est les centrales elles-mêmes, leur usure, leur mode de fonctionnement, et quoi qu'il en soit, neuve ou ancienne, le risque qu'elles contiennent. Parce qu'aussi longtemps que c'est sûr, tout le monde est content, mais le jour où il y a un accident,
c'est pas un petit accident, c'est un accident dont les conséquences sont millénaires. Donc ça c'est un aspect de la critique. Puis il y a l'autre aspect de la critique, c'est le déchet nucléaire, qui soulève un problème, c'est où les mettre quand il y en a trop. Là actuellement, ils ont décidé de les mettre à Bure, ce qui provoque une rébellion généralisée, et pas seulement que les gens de l'endroit. C'est dans tout le pays. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on enterre les déchets nucléaires. Surtout, alors là, en plus, il y a des conditions locales qui rendent ça un peu plus dangereux qu'ailleurs. Mais nous ne sommes pas d'accord, parce que nous ne sommes pas certains de pouvoir intervenir sur la masse de ces déchets dans les 10 ans, les 20 ans, les 50 ans, les 10 000 ans, pendant lesquels ces déchets vont avoir encore une vie de radioactivité. Et en particulier dans notre pays, c'est un problème immense parce qu'il y a 59 réacteurs. On a toujours dit qu'il y avait un problème immense et qu'une des manières d'y répondre, quoi qu'on pense du nucléaire, c'était de stimuler la recherche fondamentale pour qu'on trouve le moyen de, comme on dit, refroidir les déchets. C'est-à-dire d'abaisser le niveau de la radiation que cette matière contient. C'est de la recherche fondamentale. C'est clair que c'est pas simple à trouver la solution à propos de ce rythme spontané qui est contenu par cet objet. Eh bien, la question maintenant prend une proportion particulière, parce que pour la première fois, au lieu de se contenter de constater la situation, l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires a fait des projections. C'est-à-dire, si vous continuez comme ça, si vous prolongez la durée de vie des réacteurs, c'est pas, quand ils disent ça, c'est pas une opinion, c'est pas une menace, c'est juste un constat. Ils sont d'ailleurs payés pour ça, pour faire des constats, pas pour nous dire ce qu'on doit faire. Et ils font un constat et ils disent, vous allez être submergés par les déchets parce qu'on ne sait plus où les mettre. Et des quantités tout à fait considérables sont évoquées par cette agence. Il s'agit d'une augmentation de 3 à 4 fois la masse déjà observée. Et ça, sans tenir compte des activités du nucléaire militaire. D'accord ? Donc c'est une situation qui soulève un immense problème. On est dans l'été, j'ai pas envie d'affoler tout le monde, les gens, bon, il fait beau, tout ça, c'est le moment d'avoir un peu le moral. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un problème qui ne se réglera pas par le silence. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va pas en parler ou que ça va rester dans un coin que le problème va pas exister. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs pour 10 000 ans. Même si vous voulez pas en parler, ils sont là. Même si ça vous ennuie d'y penser, ils rayonnent. Même si vous aimeriez bien que ça s'arrange, ça ne s'arrangera pas. En tout cas, ça ne peut pas s'arranger tout seul. Il faut des décisions politiques. Et la première des décisions, c'est d'arrêter. D'arrêter d'en produire, donc d'arrêter de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, arrêter d'importer un uranium qui est plein de sang, c'est celui de tous les pays où nous surveillons les mines de près de manière armée. Comme vous le savez tous, je fais mise un peu pour ne pas montrer du doigt tel ou tel en Afrique. Voilà. Donc, dans ces conditions, il faut arrêter. Et évidemment, en même temps, parce qu'on ne va pas faire autrement que ça, déclencher une accélération du processus des énergies alternatives, ce qui est parfaitement possible. Donc, conclusion de cette séquence, nous allons vers une situation que plus personne n'arrivera à gérer, de propos délibérés, par des gens qui savent ce qui va se passer, et par des gens qui savent qu'on pourrait faire autrement, mais qui ne s'en soucient pas, parce que leur intérêt immédiat, à court terme, soit leur intérêt financier, soit leur intérêt de carrière, soit leur intérêt électoral, leur interdit de prendre les décisions qu'il faudrait prendre dans le cas de l'intérêt général. L'intérêt général exige la sortie du nucléaire, 1000 intérêts particuliers exigent qu'on continue, et pour l'instant, ce sont les intérêts particuliers qui l'emportent. Bon, allez les amis, maintenant c'est terminé, un petit pouce bleu pour nous faire plaisir, parce que nous on continue à bosser pendant ce mois de juillet, on va faire la pause au mois d'août, j'espère, je ne sais pas comment on va faire la pause, parce que déjà là ici ils nous annoncent qu'on ne va pas s'arrêter le 31 juillet, mais que ça pourra durer le 1er, le 2, le 3. Ils vont finir par avoir une grève du personnel, parce que nous évidemment comme on est des chiens on peut nous marcher dessus pour eux, mais le personnel quand même il y a une limite, et lui il n'est pas obligé de subir cette souffrance. Nous autres, les Insoumis, ce vendredi, on a dit à tous nos collaborateurs, écoutez, vous pouvez partir en vacances, le problème c'est qu'ils ne veulent pas. Mais ceux qui sont là, on leur a dit, vous pouvez, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les heures supplémentaires, on ne nous a pas donné de dotation pour ça, et il n'y a pas de temps disponible pour rattraper
par des congés supplémentaires. Donc il n'y a pas de temps ni d'argent. Donc par conséquent, on dit aux gens, écoutez, nous, on peut plus, voilà, tout simplement. Alors, on nous annonce que ça va durer jusqu'au 2-3 août et que la session va reprendre le 4 septembre. Si la session reprend le 4 septembre, il y a des commissions qui vont se réunir dès le 25 août. Donc les copains qui sont dans ces commissions, ils ont 15 jours de congé après un an de travail où les pauses ont été extrêmement rares, comme vous le savez. Je sais qu'il y aura toujours des gros beaufs pour dire vous êtes assez payés, vous n'avez qu'à faire ça, etc. Bon, non, on a ici une paye de 4 sup, c'est vrai. Hein, une paye de 4 sup. Et on nous a forfaitisés en quelque sorte. Mais il n'y a aucun métier dans lequel on nous inflige une situation comme celle-là. Et c'est pas bon pour vous, les gens. C'est pas bon pour vous de se venger en se disant, bah tiens, ils transpirent un peu, ça leur fait du bien. Parce que quand on vote des lois à 11h30, à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, c'est votre vie qui est en cause. Pas seulement la nôtre au moment où on fait la loi, c'est que la loi, après, elle va s'appliquer à tout le monde. Et on ne peut pas voter des bonnes lois en plein milieu de la nuit, ça n'existe pas. Personne n'est capable d'avoir, au-delà d'un certain nombre d'heures dans la journée, une activité rationnelle, ouverte. Moi, j'organise ici des norias, c'est-à-dire on tourne, hein, à tour de rôle, mais nous, on est 17. Pour être présent dans nos commissions et dans l'hémicycle, chaque député est réquisitionné 3 jours, puis là, 1 jour, puis 3 jours. On est obligé de fonctionner comme ça, et encore ses limites. Évidemment, la République En Marche, ils s'en foutent. Ils ont élu 315 robots qui sont là, ils se lèvent en cadence pour applaudir leur chef. Pour améliorer leurs statistiques, ils ont des amendements qui nous font perdre du temps, qui retirent. Parce qu'il ne s'agit pas pour eux de faire quoi que ce soit d'autre que de la figuration. Ils ont ces robots, ils sont de permanence 1 semaine sur 4. D'accord? Nous, on est de permanence tous les 3 jours. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun respect pour l'opposition, parce qu'ils le savent. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. J'ai déjà expliqué que nos collaborateurs non plus, ils ne pouvaient pas travailler à un tel rythme de manière constante. Alors j'en profite, ça sera mon dernier mot pour cette saison, pour les saluer et vous rappeler à tous que avec un député, il y a toujours toute une équipe de collaborateurs. Avec un groupe, il y a toute une équipe. C'est notre cas. Ils sont en moyenne très jeunes. Notre secrétaire général de groupe a un petit 26 ans tout mouillé, mais ce sont des militants remarquables. Et c'est parce que ce sont des militants qu'ils ont réussi à tenir le choc jusqu'à présent, et on leur doit beaucoup. Bon, si cette revue de la semaine vous a plu, toque un petit pouce bleu. Si vous découvrez et que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et à nous, ça nous fait du bien au moral, et en ce moment, on en a besoin. Merci, bonnes vacances.